Bonjour, bonjour. Alors voilà, je suis désolée de ce retard. J'ai eu un problème technique avec mon appareil qui est un téléphone et qui ne voulait pas lancer cette vidéo. Voilà, donc nous avons quelques minutes de retard sur le planning habituel. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants et de la famille. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, avec Hélène qui est donc coach en changement et en transition de carrière, nous avons beaucoup échangé sur les aspects en fait du changement initié par cette immigration. Aujourd'hui, il me semble important de ne pas se tourner que vers l'adulte, mais d'aller se mettre du côté des enfants dans le cadre de cette immigration et d'essayer de comprendre en fait quels sont les changements qui peuvent être opérés chez eux. Voilà, puisque alors certains immigreront sans enfants, d'autres immigreront avec. Nous, par exemple, nous avons immigré avec 4 enfants. Et effectivement, il y a eu des changements chez eux. Qu'est-ce que l'immigration leur a fait? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Et puis, je souhaite également vous parler de la famille. La famille, pas seulement la cellule familiale qui est ici, qui immigre, mais la famille qu'on a laissée de l'autre côté de l'Atlantique ou dans d'autres pays. Et donc, échanger avec vous sur les changements qui s'opèrent également dans le cadre de cette immigration. Donc, voilà un peu les sujets d'aujourd'hui. Alors, concernant les enfants, moi, c'est vrai que je suis toujours partie du principe que de toute façon, à partir du moment où nous, parents, nous étions bien et que nous, parents, nous avions pris la décision, de toute façon, nos enfants suivaient, c'était comme ça. On en parlait quand même avec eux, on échangeait, on essayait de trouver les côtés positifs des changements qu'on allait opérer dans le cadre d'une immigration ou dans le cadre d'autres projets. Il n'y a pas seulement l'immigration. Donc voilà, on échangeait, on discutait un petit peu, mais de toute façon, la décision venait de nous, les parents, le choix était pris, c'était notre décision, elle nous appartenait, et par conséquent, si nous on était bien, il serait bien. Ça fait un peu des raccourcis, mais c'est vrai que ça évite parfois de se poser trop de questions, ça permet de se dire que tout ira bien et de voir les choses de façon positive sans aller imaginer qu'à un moment donné, nos enfants... Je sens que la vidéo va être pénible, il y a encore eu une coupure, j'espère que vous m'entendez bien, je ne vois pas vos messages si vous les écrivez. Donc voilà, donc c'est vrai que ça permet un peu, comme je vous disais, de faire des raccourcis, de penser que tout va bien, que tout le monde est content, que tout le monde est satisfait et donc de ne pas se poser trop de questions. Et puis maintenant que nous sommes ici depuis 2 ans, donc nous sommes passés par les différentes phases dont vous parlait Hélène la semaine dernière, nous avons eu nos étoiles dans les yeux, le voyage de noces, nous avons eu accepté le changement, nous en sommes maintenant à la phase d'adaptation, on s'adapte, a priori nous sommes adaptés, on est bien, mais comment nos enfants se sont adaptés sur ces 2 années et qu'est-ce que cela a procuré chez eux? Alors il faut quand même savoir que lorsque nous étions en France, notre petite dernière qui a maintenant 12 ans, donc qui a immigré à l'âge de 10 ans, était une petite fille qui était souvent seule dans les cours de récréation. C'est pourtant un rayon de soleil, c'est une fille qui, quand elle rentre dans une pièce, illumine, toujours positive, toujours souriante. Et malgré tout, dans les cours de récréation, elle était souvent seule. N'avait pas beaucoup d'amis. Notre autre fille, Zoé, qui elle a des difficultés de dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie. Alors c'est plein de petites choses, mais c'est plein de petites choses qui font qu'au bout d'un moment, il y a souffrance à l'école, on n'est pas bien. Alors elle a toujours eu pas mal de copines, des disputes entre filles, des moments même fort de souffrance, de jalousie entre copines, de choses un peu violentes et qui secouent. Nos 2 garçons, eux, avaient des bandes de copains super sympas, ils s'amusaient bien, skate, etc. Enfin, voilà, tout allait bien pour eux, dans le meilleur des mondes, malgré dyslexie, problèmes à l'école, professeurs qui comprenaient absolument pas leurs problèmes. Et donc on fait ce choix d'immigrer pour eux, pour nous, on arrive ici. Alors ici en fait nos enfants, on s'en est pas vraiment rendu compte parce qu'on avait le sentiment que tout allait bien et qu'ils étaient contents. D'abord parce que je pense qu'ils avaient envie de nous faire plaisir, ils avaient envie qu'on les sente bien dans l'immigration. Donc oui, ils ont beaucoup aimé l'école, ils ont vu un réel changement à travers l'école puisqu'on les a mis en système québécois. Que le système québécois leur a apporté énormément parce que le Québec a quand même une bonne grosse vingtaine d'années sur la France dans le cadre de la reconnaissance des difficultés d'apprentissage qui sont liées à la dyslexie, mais pas seulement la dyslexie, l'autisme,
le trouble de l'attention, toutes sortes en fait de difficultés qui vont faire qu'un enfant souffre et est en souffrance dans le cadre de ses apprentissages. Donc ici, ils sont vraiment très forts. Donc les Québécois vous diront qu'il y a encore pas suffisamment de choses qui sont faites, que le gouvernement fait des coupures régulièrement dans financières, des coupures financières. Pour nous, Français qui arrivons et qui n'avons en fait jamais connu ça et qui, c'est assez magique et miraculeux. Donc voilà, donc comme ça se passait très bien sur le plan scolaire, à l'école tout allait très bien, des copains et des copines à plus savoir quoi en faire. Plus de souffrance au niveau école en fait, pas d'histoire dans les cours de récréation, pas de copines qui sont chippies entre elles et qui vont aller se tirer les nattes, enfin pas ces choses qu'on vivait en France. Une vraie entraide, un réel respect de l'autre, voilà, je trouve qu'il y a vraiment dans les écoles un état d'esprit qui est très sain, qui est très porteur. Maintenant, c'est vrai que s'il y a une difficulté en fait entre jeunes, il est vrai qu'ils sont tout de suite en fait pris en charge. Il y a un échange entre les jeunes, on leur demande de se respecter, il y a une vraie écoute de qui a fait quoi à l'autre et pourquoi, quelles sont les raisons. Il y a des gens qui sont là en fait pour aller écouter, pour aller aider celui qui est en difficulté, qui va ressentir à un moment donné une souffrance par rapport à la parole. L'intimidation est extrêmement pris au sérieux. Le harcèlement aussi, le harcèlement peut prendre toute forme, ça peut être un harcèlement lié à de la culpabilité, si tu fais pas ça pour moi, si t'es pas comme ci pour moi, tu vas voir, etc. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Donc il y a une vraie écoute de l'enfant. L'enfant à l'école en fait est un être à part entière. Il faut savoir qu'à partir de 14 ans, l'enfant signe, s'il le souhaite, tous ses documents. Il n'a pas besoin des parents. Lorsque les enfants sont à un niveau qu'on appelle première et terminale, donc passent au cégep, puisque ça s'arrête en secondaire 5 et qui correspond à peu près à la seconde. Ils passent ensuite au cégep. Et au cégep, en fait, les jeunes, il n'y a plus de parents. Les parents ne sont plus dans les couloirs, les parents ne rencontrent plus les profs, les parents ne signent plus les papiers, les parents n'existent plus. Voilà, donc c'est vraiment l'enfant à 16-17 ans est totalement autonome dans ses apprentissages, totalement autonome dans sa responsabilité face à son travail. Il a le droit de travailler depuis l'âge de 15 ans, donc souvent il travaille. Nous, nos enfants aujourd'hui ne travaillent pas puisque nous avons un visa temporaire, donc ils n'ont pas de NAS qui est un numéro d'assuré social, donc ça ne leur permet pas d'en avoir un. On serait arrivé avec un visa permanent, effectivement, nos enfants auraient la chance de pouvoir travailler dès l'âge de 15 ans, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont le droit de faire des babysitting, d'aller aider à déneiger, de faire des petits boulots, d'aller ramasser des feuilles, d'aller tondre des pelouses, ce genre de choses. Mais par contre, un travail rémunéré dans une entreprise, ça va être dans un supermarché pour aider à remplir des sacs, ça va être chez Toys R Us pour aider éventuellement à mettre des choses en rayon, ça va être différents boulots. Ça peut être éventuellement serveur dans un café ou dans un restaurant. Donc voilà, donc c'est vraiment il faut savoir que le jeune a une vie complètement différente ici. Et nous qui accompagnons beaucoup nos enfants, qui sommes beaucoup derrière eux, il faut aussi savoir s'adapter. Donc voilà, donc c'est vrai que point de vue scolaire, je ne peux que vous dire que c'était absolument fabuleux. Je sais par des amis qui ont mis leurs enfants à Marie de France et Stanislas, qui sont en fait les deux écoles françaises qui forment de façon française, que pareil, les enfants sont bien. Il y a à peu près 90 nations qui seront présentées également dans ces écoles. C'est comme ça partout, en tous les cas sur l'île de Montréal. Donc une vraie diversité, un multiculturalisme profond. Qui dit multiculturalisme dit acceptation de la religion, de la culture. Chacun a le droit d'être ce qu'il est. Vous voulez venir avec votre voile à l'école, c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui est reproché. Au contraire, c'est autorisé. Alors, Marie de France et Stanislas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les autres écoles sur Montréal, c'est autorisé. Et donc, ces enfants, là, les enfants de nos amis qui sont à Marie de France et Stanislas, dans leur globalité, sont très heureux de ce système, très heureux d'être intégrés dans ce système scolaire et ils sont bien. Maintenant, je vous avouerai que pour des enfants comme les nôtres qui souffrent de dyslexie, de troubles d'apprentissage, le système québécois est beaucoup plus adapté pour eux et ils y sont beaucoup bien mieux.
Et effectivement, je lis une phrase de ma chère Katia qui est que effectivement c'est du renforcement positif. C'est-à-dire qu'en fait la moyenne ici se fait, c'est 60%. Les notes c'est sur des pourcentages, c'est absolument pas sur 20. Et donc les enfants qui atteignent ces fameux 60% ou 40% ou 35%, on va systématiquement leur dire c'est bien, je suis fière de toi, je suis fière du travail que tu as accompli et je suis persuadée que la prochaine fois tu feras mieux. Il y a systématiquement ou quasi systématiquement une petite gommette collée, un petit smiley qui va être pailleté ou pas et qui va du coup accompagner l'enfant. Donc c'est vrai que ça aide l'enfant à prendre énormément confiance en lui. L'enfant du coup se sent valorisé, l'enfant est heureux et donc forcément la fois d'après il va faire mieux parce qu'on lui a pas dit t'es qu'un pauvre nul, tu pourrais vraiment faire mieux et je vois que t'as rien foutu. Parce qu'un enfant qui souffre, un enfant qui est dyslexique, un enfant qui fait des erreurs, qui est dyscalculique, qui a travaillé pendant des heures et des heures et des heures, et je sais de quoi je parle, c'est mon cas, moi j'ai travaillé des heures en mathématiques, j'étais persuadée que je savais tout, j'allais faire mon examen, tout était faux. Mes enfants vivent la même chose. Et ben, je peux vous dire que d'entendre dire t'es vraiment nul, t'as rien foutu, peut mieux faire, mais alors vraiment votre enfant n'a rien fait, n'a pas travaillé, il est temps de se mettre au travail. C'est horrible, c'est dévalorisant. Vous avez donné des heures et des heures de travail et on vous dit vous n'avez pas assez travaillé. C'est déprimant. Alors ça donne juste envie d'arrêter de travailler et d'arrêter de faire des mathématiques. Alors que quand on vous dit waouh, bravo, je suis fière de toi, je suis contente, colle un smiley et même en seconde, on vous colle un smiley sur la copie en vous disant c'est bien, continue comme ça, je suis sûre que la prochaine fois tu feras encore mieux. Waouh, alors là on est content et oui bien sûr la prochaine fois on fait encore mieux parce qu'on prend confiance en soi. Je vous rappelle, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, que mon fils qui en fait tient sport junior, alors un petit peu moins parce qu'il suit un peu moins le sport actuellement en France et qu'il était très basé sur le foot. Mon fils en fait tenait donc la page Facebook Sport Junior et publiait chaque semaine, voire parfois plusieurs fois par semaine, de l'information sportive. Et il faisait énormément de fautes, donc souvent, malgré ma dyslexie, j'allais en fait relire, corriger les fautes que j'arrivais à voir, et puis le laisser en fait écrire sans jamais vraiment lui dire que c'était bien ou pas bien, mais voilà, aller faire ses corrections. Et puis lorsque nous sommes arrivés ici, au bout d'un mois, il continuait de publier ses informations sportives, je continuais d'aller voir et corriger ses erreurs, et je me suis aperçue qu'en fait, il faisait plus de fautes. Ou en tous les cas, une par paragraphe, quand avant il en faisait 10. Donc je vais le voir et je lui dis, bah, écoute Arthur, je suis quand même étonnée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui corrige tes fautes avant que tu publies? Parce que moi j'en vois plus, ou une de temps en temps, c'est vraiment exceptionnel. Et en fait Arthur me répond, mais tu sais maman, ici on me dit tous les jours que je suis le meilleur. On m'a jamais dit ça avant. Mes bras en sont tombés, voilà, d'entendre qu'en fait, parce qu'on disait à mon fils qu'il était le meilleur, parce qu'il reprenait confiance en lui, sa dyslexie disparaissait quasiment. Plus effectivement, après, je pense une certaine maturité du cerveau qui opère. Donc voilà, donc vraiment sur le plan scolaire, totale réussite. Maintenant sur le plan sentimental, sur le plan changement, qu'est-ce que ça leur fait ? Je dois dire que mes filles ont perdu malheureusement la plupart de leurs amis en France. Elles ont encore des copines qui les suivent sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment des amis. Il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de partage du quotidien. Et dans l'amitié, le quotidien est important, les fêtes, les soirées sont importantes, les rencontres à l'école, les moments échangés sont importants. Donc je dois dire que pour ça, c'est compliqué. L'amitié à distance, l'amitié à 6000 km, c'est compliqué. Donc sur 4 de mes enfants, je dirais qu'il y en a 3 qui ont vraiment perdu leurs amis en France. Il y a un petit fil qui se fait par les réseaux sociaux, mais qui n'a absolument pas qui est superficiel, je dirais. Voilà, on suit pour suivre, comme font les jeunes aujourd'hui. J'ai 500 amis sur les réseaux sociaux, je suis le top du top parce que j'ai 500 copains. Donc voilà, donc de ce côté-là, ils ont perdu. En soi, c'est pas très très grave. Je vous avouerai qu'ayant beaucoup voyagé dans mon enfance, j'ai quelques amis d'enfance, mais très peu. Donc voilà. Donc en soi, c'est pas dramatique. Mais en tous les cas, c'est vrai que pour eux, il y a une vraie scission entre leur vie d'avant et leur vie de maintenant. Et je reconnais que chez les enfants, ça peut vraiment avoir un impact souffrance de perdre des amis, même s'ils s'en refont d'autres. Ça a quand même, pour certains, en tous les cas, ça apporte justement cette souffrance.
Ils ont bien sûr dû s'adapter, ils ont dû prendre des expressions, parce que c'est important de prendre les expressions des autres. C'est important de ne pas aller corriger l'autre parce que on parle français et que c'est notre langue. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup discuté avec eux, beaucoup échangé pour leur dire attention, vous n'avez pas le mot juste. Vous n'avez pas la parole juste. C'est pas parce que vous êtes français et que vous parlez un certain français que le français du Québec n'est pas un français respectable. Donc ne corrigez jamais un Québécois qui vous parle français, écoutez-le et adaptez-vous à sa façon de s'exprimer et essayez le plus possible d'adopter en fait cette façon de vous exprimer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui vient petit à petit, des expressions surtout, l'accent pas tellement. Alors si, ma fille Zoé, qui est en école anglophone, parle totalement français avec l'accent anglais, vous la croisez dans la rue, vous pensez qu'elle est totalement anglophone, alors qu'en fait elle ne parle que très peu l'anglais, mais elle a adopté l'accent de ses amies anglaises. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et sinon, je ne peux vous dire surtout en fait que c'est du positif. C'est un changement qui est fort. Certains enfants passent de l'âge d'enfant à l'âge de l'adolescence. Ici, le transfert en fait se fait. L'adolescence, comme vous le savez, si vous êtes parents, c'est parfois un peu compliqué. Il y a parfois un peu des rivalités entre les parents. Et je dois dire qu'il faut aussi accepter de comprendre et d'entendre que ils viennent de vivre quelque chose de fort. Ils ont vécu, peut-être pas eux, la lune de miel, parce qu'ils n'avaient peut-être pas envie de partir. J'espère que je pourrai vous partager le film Bagage qui va sortir sur la télévision québécoise. J'espère qu'ils le mettront sur les réseaux sociaux, qui est vraiment un film qui est à l'initiative d'ailleurs de cette émission d'aujourd'hui, sur lequel on voit vraiment des enfants qui ont immigré, où les parents leur ont dit tu vas avoir une meilleure vie là-bas, parce que c'est vrai que c'est un peu le message qu'on passe à nos enfants en leur disant vous allez avoir une meilleure vie là-bas. Et puis ces enfants se voient en fait, on leur dit mais où te vois-tu là maintenant dans ton pays? Et c'est d'ailleurs c'est très touchant parce qu'on voit une jeune fille à un moment donné qui parle et qui dit je me vois avec mes 2 meilleures amies, on est en train de parler, de rire, et elle a les larmes aux yeux, elle a les yeux fermés mais on voit qu'elle a les larmes aux yeux quand elle exprime ça. Donc voilà, donc c'est vrai que malgré tout, ça chamboule. Ces enfants qui souhaitent devenir canadiens, qui veulent pouvoir dire oui, je suis canadien, avoir cette citoyenneté, parce que s'identifier en fait à cette nouvelle vie, à cette nouvelle... Donc c'est vraiment quelque chose qui existe chez nos enfants. Ils veulent s'identifier, ils veulent être quelqu'un. Ici, ils ne veulent pas seulement être un immigrant. Donc ils prennent des expressions et donc effectivement, ils s'adaptent. Ils sont bien plus forts que nous d'ailleurs en adaptation. Ils ont une résilience bien plus grosse que la nôtre et je les en félicite. Voilà, parce que c'est vrai que la plupart des enfants que je côtoie et qui ont vécu cette immigration se sont plutôt bien adaptés. Il y a aussi eu des souffrances, il y a aussi eu des enfants qui ont refusé d'aller à l'école, des enfants qui ont refusé le changement, des enfants qui ont souhaité rentrer en France pour retrouver leurs amis. Et puis il y a aussi des histoires comme ça d'enfants qui rentrent pour les vacances, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, qui vont retrouver leurs copains. Et puis les repères sont plus les mêmes parce qu'ils ont changé, eux, mais pas leurs amis restés en France. Leurs amis sont restés les mêmes, avec toujours cette culture de l'apparence, cette culture de porter une certaine marque, cette culture du jugement qui n'existe pas beaucoup ici. Donc c'est vrai que ça crée une rupture en fait, parce que nos enfants changent, s'acclimatent à une nouvelle culture, et quand ils retournent dans leur pays d'origine, côtoient à nouveau les personnes qu'ils côtoyaient, avec qui ils s'entendaient très bien, réalisent à quel point un gouffre s'est creusé entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus. Donc voilà pour ce qui est des enfants. Il me semblait important en fait d'en parler parce que c'est vrai que dans cette immigration, nous ne sommes pas seuls à devoir passer des étapes. Et je pense que c'est important de le savoir. Et je suis d'accord avec Katia, ces enfants, les miens, ne rentreraient pour rien au monde. Et je peux vous dire que, alors mon aîné a 17 ans, on vivait en province, et en province, il fallait les emmener partout en voiture. Aujourd'hui, on est à 5 minutes à pied d'un métro. Je peux vous dire que c'est parti tous les vendredis, et si on laissait faire tous les samedis, il y a tout le temps des festivals gratuits, il y a tout le temps des choses à faire, et c'est vrai qu'ils ont une vie bien plus drôle que celle qu'ils avaient en France. Et en plus, sécurité, ici c'est vraiment un mot qui est très fort, qui existe.
il y a une sécurité incroyable au Québec et en tous les cas à Montréal. Donc voilà. Et effectivement, merci Katia pour tes commentaires et de souligner ça, le jugement. Ici, on ne juge pas. Et quand je vous dis je pourrais sortir en pyjama dans la rue, c'est vrai, je pourrais sortir en pyjama promener mon chien tous les matins, personne n'irait me dire « Oh là là, mais elle sort son chien en pyjama !» Donc voilà, on ne juge pas, on ne va pas juger sur les vêtements, sur la marque que vous portez, sur la façon dont vous êtes habillé, on va jamais vous juger, on va juste regarder ce que vous savez faire et ce que vous faites. Qu'est-ce que vous donnez? Et puis alors attention, le bénévolat, c'est quelque chose d'énorme. Il faut absolument faire du bénévolat ici au Québec. Donc que ce soit pour l'école de vos enfants, que ce soit pour des associations, que ce soit, quel que soit en fait le bénévolat que vous allez faire, c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce qu'ici, on donne son... Je rigole à cause d'un message. On prouve en fait ce qu'on est aussi par ce qu'on est capable de donner. Donc mardi prochain, visio en pyjama. Écoutez, je pourrais tenter. De toute façon, mon pyjama, c'est un t-shirt alors. Donc voilà. Maintenant, je voulais vous parler de la famille. Donc comme je vous le disais, ça fait 2 ans maintenant qu'on est là. Ça fait... on est passé par toutes les phases, l'euphorie, vraiment l'expérience extraordinaire, on était hyper bien, enfin on l'est toujours, la lune de miel, des découvertes, chaque jour était une découverte en fait, chaque jour on découvrait quelque chose de nouveau, on découvrait quelque chose d'incroyable, enfin je veux dire c'était vraiment impressionnant. Et ensuite, effectivement, on s'est adapté à ce changement. Et puis, je vous avouerai que voilà, il faut s'y faire. C'est quelque chose de... Plus vous êtes préparé et plus vous êtes en fait à l'aise à accepter une culture qui est différente de la vôtre et plus vous êtes ouvert et sans jugement, plus ce sera facile. C'est sûr que si vous êtes dans le jugement, il va y avoir des couacs, il va y avoir des difficultés. Voilà, ça va parfois falloir... il faut donner un peu de l'épaule, un peu de force pour y aller, mais voilà, en tous les cas, ça se passe comme ça. Et puis, donc maintenant, on est dans la phase d'adaptation, donc c'est une phase qui est chouette. Mais c'est vrai que, voilà, si on s'est fait en fait à cette nouvelle culture, c'est une phase qui se passe plutôt bien. La difficulté, en fait, c'est de réaliser que la famille qu'on a laissée à l'autre bout, à 6000 km, près de 6000 km, en fait, vit sa vie. Va parfois vous reprocher en fait de pas les appeler suffisamment, que 6 heures de décalage c'est pas facile, et puis parfois de façon inconsciente aussi on va vous reprocher d'être parti, on va vous reprocher d'avoir fait ce choix en fait entre guillemets d'aller vivre ailleurs, d'abandonner les autres et puis c'est vrai que on peut entendre ça, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'effectivement la famille soit en souffrance de ce départ, de ce choix d'une nouvelle vie, surtout que nous on n'est pas partis en tant qu'expatriés, on part pas pour 3 ans et on revient dans 3 ans, on a décidé d'immigrer, on a décidé un jour de prendre la citoyenneté canadienne, si on nous offre la possibilité de le faire, si on est suffisamment des bons Canadiens pour devenir Canadiens. Donc c'est un vrai choix de changement en fait, et profond et fort. Et c'est vrai que nous sommes des êtres qui sommes très famille. La famille est quelque chose de très important. Voilà, on a eu 4 enfants, mais il n'y a pas seulement ça. Moi, on est 7 frères et sœurs dans ma famille. Alors, c'est des mariages, il y a eu des parents divorcés, se sont remariés, etc. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très fort. On a souvent été l'élément rassembleur dans notre famille. On était ceux qui essayions de rassembler un peu tout le monde. Donc voilà, c'est quelque chose de très important pour nous que la famille. Et c'est vrai qu'on a quand même fait le choix de partir parce que c'est notre vie, parce qu'on doit se réinventer, parce qu'on en avait besoin pour nous, parce qu'on en avait besoin pour nos enfants, parce qu'on en avait l'envie. C'était très important pour nous. Mais je dois dire au bout de 2 ans qu'on a pris de la distance par rapport à cette famille. Alors pas les parents. Les parents en fait sont là, envoient des messages régulièrement, sont demandeurs d'appels, font l'effort en fait eux de vous appeler, vous suivent régulièrement, donnent de leurs nouvelles et créent un vrai échange en fait par le biais de lettres, mais comme on faisait en fait plus à l'époque.
Aujourd'hui, en fait, on va vous suivre sur les réseaux sociaux. On va à peine vous mettre un j'aime. De temps en temps, il n'y en aura pas. Mais bon, comme on vous aura vu sur les réseaux sociaux, de toute façon, ça suffit. On sait ce que vous faites. Sauf que quand vous êtes à 6000 km et que vous êtes le seul là-bas de l'autre côté, parfois ce simple fait que les gens soient devenus plus que des voyeurs de votre vie, ne sont plus dans votre quotidien, ne savent plus vraiment ce que vous vivez, parce que les réseaux sociaux, vous n'allez pas dire « Oh là là, j'ai passé la pire journée de ma vie, j'ai eu telle et telle emmerde, et puis ça va pas », et puis vous n'allez pas le mettre. Vous allez sur les réseaux sociaux pour dire que vous avez testé un super nouveau restaurant, que vous avez fait du kayak sur un lac et que c'était génial, que vous avez fait de la marche en raquette et que c'est absolument magnifique. Enfin voilà, vous allez mettre des choses qui sont absolument dans lesquelles vous êtes bien en fait, mais vous n'allez certainement pas aller publier le fait que vous êtes ou que vous n'allez pas bien, ou que vous avez vécu telle situation qui est compliquée. Ça vous le mettez pas. Et c'est vrai que certains en fait penseront à aller appeler en disant voilà, je vais pas bien, j'ai besoin de te parler, etc. Puis d'autres n'y penseront pas parce que c'est le quotidien, puis parce qu'on n'a pas aussi envie d'aller embêter ceux qui sont à 6000 km, il y a 6 heures de décalage horaire, donc c'est pas forcément évident. Donc voilà, donc en fait il peut y avoir des espèces de choses comme ça, et puis donc des reproches qui peuvent vous être faits parce que vous avez fait le choix de partir et que c'est comme ça et vous êtes parti. Et puis vous décidez de rentrer, passer quelques semaines de vacances dans votre pays d'origine. Et vous vous attendez, étant donné que vous avez reçu des reproches de votre famille, qu'on vous a fait comprendre que vous étiez parti loin et que voilà, c'était pas évident et que vraiment cette séparation était dure, vous vous attendez à ce que les gens soient disponibles pour vous voir. Vous vous attendez à ce que les gens aient envie de passer du temps avec vous, surtout si vous rentrez 3 semaines, 1 mois, 2 mois, enfin je veux dire, vous attendez à ce que les gens soient là, soient présents. Et puis finalement, les gens ne vont pas se rendre tellement disponibles pour vous parce qu'ils ont leur quotidien, parce qu'ils ont leur vie, qu'ils auront peut-être 2 heures à vous accorder pour un repas. J'en parlais pas plus tard que ça la semaine dernière avec une personne qui a immigré pendant plus de 12 ans dans un autre pays que le Québec et qui effectivement m'expliquait la même chose. Elle avait un frère et une sœur qui lui faisaient des reproches en fait sur le fait qu'elle se soit expatriée, qu'elle soit allée vivre ailleurs. Et puis malheureusement, quand elle rentrait en France, sachant qu'elle rentrait en France que tous les 5 ans, parce que c'était quand même un certain coût, mais quand elle rentrait en France, les gens n'étaient pas disponibles pour la voir. Et c'est vrai que voilà, il faut vraiment avoir conscience, dans l'immigration, ça fait partie du changement. Si vous êtes très famille, si vous êtes habitué à avoir souvent vos frères et sœurs au téléphone, à voir souvent vos frères et sœurs, à voir souvent vos parents, c'est une vraie métamorphose, c'est un vrai changement. Et c'est vrai que vous avez votre quotidien, ils ont le leur, c'est normal, mais on ne va pas vous demander, on ne va pas attendre de vous avoir demandé avant de fixer la date de la communion ou du baptême du petit dernier qui vient de naître. On ne va pas non plus vous demander si vous êtes disponible pour le mariage de votre petit frère ou de votre petite sœur à la date qu'ils ont choisie. Non, ce sera déjà fixé et vous devrez vous adapter. Pareil pour vos amis, je veux dire, il va y avoir des moments importants dans leur vie. On ne va pas vous demander si vous êtes le seul à vivre à l'étranger, vous êtes le seul à être loin. On ne va pas vous demander si vous avez une préférence de date et si on peut essayer de s'adapter à vos dates. Non, ça va être fait, puis soit vous pouvez venir, soit vous ne pouvez pas venir. Donc voilà, donc c'est des choses auxquelles il faut vraiment être préparé. Moi, c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça, très sincèrement, je vous le dis. C'est vrai que c'est une sorte de déception, même si voilà, de toute façon ma famille aujourd'hui c'est mon mari, mes 4 enfants, et puis un jour ils feront aussi leur vie, ils auront aussi eux-mêmes des enfants, et je serai certainement grand-mère sur 4, j'espère un jour être grand-mère. Donc voilà, donc ce sera ça ma nouvelle famille. Donc oui, effectivement, j'aurai toujours mes frères et sœurs, j'aurai toujours mes neveux et nièces, avec de la chance, parfois même encore mes parents quelques années, et puis beaux-parents. Mais voilà, donc c'est encore un vrai changement qui s'opère, qui est fort et auquel il faut être préparé. Donc la famille, une vraie scission entre ce que c'était avant, ce que ça devient. Si vous ne vous entendez pas forcément beaucoup avec votre famille aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous étiez très proche, pensez-y, ça chamboule. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je répondrai à toutes vos questions par écrit et je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission à 20h30 heure française, en espérant cette fois-ci ne pas avoir de problème technique. À très bientôt, au revoir.